Salut tout le monde. Alors on s'en revient pour cet épisode de Might and Magic 3, qui pourrait tout à fait être le dernier. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Transport Tube ne dit pas où il va. Alors, 231 645 ou 645 231? On se tente quoi? Je tente dans lequel sens? On va mettre 231 645. Ah, c'est l'autre, alors. Alors. Donc ce tube nous a mené à l'espèce de cockpit du vaisseau. Et on a démarré le vaisseau. Et du coup, on a un message. Alors, la grande expérience des anciens. Utiliser la technologie de la manipulation élémentaire pour créer un microcosme social et écologique complètement viable. Ce microcosme a ensuite été transporté vers une biosphère distante, Terra, pour supplanter son écosystème indigène. Le besoin a été géré par une unité de contrôle centrale capable de compenser les anomalies inattendues. Sheltem a été créé pour être le maître et le gardien de Terra, la loi suprême, mais son conditionnement a eu une faille. En se voyant lui-même comme gardien de Terra et non pas comme une expérience de colonisation des anciens, il s'est rebellé contre l'armée d'invasion qui a été envoyée vers son monde. Sheltem a été contenu, mais il a réussi à s'échapper, déterminé à réduire à néant la grande expérience. Apprenant de leur échec avec Sheltem, les anciens ont créé un nouveau gardien du nom de Korak. Avec un conditionnement correctement effectué, la grande expérience a été lancée sur son voyage au travers du vide. Le premier devoir de Korra était d'éliminer la menace de Sheltem, puis d'assumer le rôle de gardien et de maître de la colonie de Terra. Incapable d'arrêter la colonisation de Terra, Sheltem a réussi à déranger l'équilibre, donc en dérangeant l'équilibre entre les trois alignements des hommes. Un équilibre que Korak doit travailler pour regagner lorsqu'il revient sur Terra. Cependant, Sheltem ne voit ce déséquilibre que comme une légère compensation et a décidé d'avoir sa revanche en sabotant d'autres expériences que les anciens ont envoyées partout dans le vide. Deux capsules escape capsules, des modules de fuite quoi, ont été désembarqués de ce vaisseau. La première occupée par Sheltem, la seconde par Korak. À la requête de Korak, une troisième capsule a été préparée pour suivre leur course vers un rendez-vous sur quelques mondes que Sheltem cherche à détruire par revanche. Ayant fait vos preuves comme les aventuriers ultimes, Korak et les anciens vous demandent de les aider dans les aventures à venir. Ainsi s'achève Might and Magic 3.
Félicitations. Votre score final est de... Envoyez ce score au Ancient Headquarters où vous serez ajouté au Hall des légendes. Ah, il y a même... Ouais, c'est comme sur Might and Magic 4 et 5, en fait. Je vous avez l'adresse. Vous pouvez envoyer ce score. Donc on a 755 603 336 en score. Alors, ainsi s'achève donc Might and Magic 3. Du coup, à la fin, on a court-circuité la dernière zone qui était remplie apparemment de mobs qui s'appellent les Terminators, qui peuvent éradiquer vos personnages. Bon. Que dire de Might and Magic 3? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À vrai dire. Alors. On va essayer de dire ça dans l'ordre. Parce que... il y a vraiment pas mal de choses à en dire. Tout d'abord... c'est un jeu sur lequel je me suis vraiment amusé. Il était plus long que je l'imaginais. Je m'attendais à un jeu d'une vingtaine d'heures. Mais il était moins long que ce que j'ai imaginé par la suite. Où je voyais arriver un jeu d'une cinquantaine d'heures. Non, là en réalité, il m'a fallu une trentaine d'heures pour en arriver à bout. Ce qui pour un jeu qui date de 1991 me semble quand même franchement pas mal. Ça me semble même plutôt beaucoup. Donc satisfait par la durée de jeu. La durée de vie du soft est excellente. J'ai pas été totalement exhaustif dans mon exploration. Et faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de cluebook livré avec le jeu. Du coup, t'étais un peu dans la merde, quoi. Bon, j'ai pas utilisé tellement le cluebook, j'ai utilisé plus vers la fin. Mais par exemple, il y a plein de donjons qui étaient fermés à clé. Et les clés, je les ai pas cherchées spécifiquement. Je me suis pas dit, je vais d'abord chercher les clés. Parce que je sais qu'elles sont là, là, là. J'ai quand même d'abord exploré les choses. Ok. Mais il y a des donjons, je veux dire, j'aurais jamais soupçonné leur existence facilement sans le cluebook. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'époque, c'est un jeu qui n'a pas dû être terminé par tellement de monde. Donc le monde en lui-même de Might and Magic 3, il est excellent. Il a un super design. Vous avez des possibilités de vous téléporter à plein d'endroits du monde. Mais en même temps, au départ, vous êtes sur un mini-continent. Vous pouvez en faire le tour. Et il y a beaucoup de choses à explorer grâce à des skills tels que montagnard et forestier qui vous permettent d'accéder à pas mal d'endroits secrets. Et il y a quand même pas mal d'îles. Et ces îles, il n'y a pas forcément... Il y a des îles où vous pouvez aller de manière directe, mais seulement après avoir découvert certains mots de passe, comme par exemple l'île du King Malefactor. Sinon, toutes les îles, vous pouvez y aller en marchant sur l'eau. Et donc, effectivement, ça ajoute un côté d'exploration qui est tout à fait intéressant. Et en plus, tout à fait rewarding, quoi. Je veux dire, c'est gratifiant. Parce que vous allez découvrir beaucoup de loot, beaucoup d'XP secrètes, etc. Et vraiment, c'est à mon sens une grande force de ce jeu, sa construction. Par contre, derrière, il y a honnêtement beaucoup de points qui sont pas satisfaisants du tout. Par exemple, je dis, il y a beaucoup d'exploration à faire, notamment via la marche sur l'eau. Or, marche sur l'eau, c'est un sort qui n'est disponible qu'à deux classes, le ranger et le druide. Puisque le ranger peut lancer les sorts de druide. Or, dans le groupe de départ qui vous est proposé par le jeu, il n'y a ni ranger, ni druide. Par contre, vous allez me dire, oui, mais vous pouvez prendre des hirelings, un ranger et un druide dès le début du jeu. Oui, sauf que les hirelings coûtent un bras, et que tant que vous n'êtes pas pété de thunes, vous n'avez pas forcément envie de ramasser des hirelings. Et vous pouvez même vous dire, bah mon groupe est assez fort, il peut se passer de hirelings. Ce que j'ai fait pendant un long moment. Jusqu'à ce que, en regardant la liste des sorts dans le cluebook, je me rende compte qu'il y avait un sort qui s'appelle marche sur l'eau. En fait, je l'ai fait parce que, à un moment donné, j'ai trouvé un charme de marche sur l'eau. Et je me suis dit, mais ça existe ce sort, marche sur l'eau. Et je suis allé voir la liste des sorts et je me suis rendu compte que parmi les sorts de druide, et uniquement sorts de druide, il y avait marche sur l'eau.
Et du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne prends pas ces hirelings, eh ben, tu vas pas pouvoir explorer. Si tu prends ces hirelings, dès qu'ils sont niveau 7, tu peux aller explorer. Et du coup, les îles, j'aurais pu y aller vachement plus tôt. Et parce que là, tout le stuff que j'ai eu sur les endroits que j'ai visités dans les îles, sur les donjons, etc., il était relativement useless à la fin parce que il était dépassé. Mais j'aurais pu avoir ce stuff plus tôt, ce qui m'aurait du coup effectivement beaucoup arrangé. Parce que dans ma partie vers le niveau 10-15, j'ai eu un gros coup d'arrêt, j'ai eu beaucoup de mal à progresser. J'ai senti que j'avançais lentement, que j'avais beaucoup de mal. Et effectivement, c'est normal puisqu'il y a tout un pan du jeu, donc l'exploration de ces îles, qui ne m'était pas disponible parce que je n'avais pas pris les hirelings du départ. Donc plutôt que de te donner un paladin, je pense qu'il aurait été plus futé que le jeu te donne un ranger. Et te permettre d'avoir du coup le paladin en hireling. Puis ça m'aurait semblé plus logique. Et cette décision de design, forcément, elle fait que, comme dit, voilà, si tu fais comme moi et que tu veux jouer sans hireling parce que tu te sens assez fort sans, puis il y a un moment dans le jeu où tu vas te heurter à un mur parce que il y a des choses que tu ne peux pas faire, du contenu que tu ne peux pas accéder, auquel tu ne peux pas accéder. Et ce contenu, normalement, il est nécessaire pour te permettre de faire les 3-4 niveaux qui te manquent et qui te permettraient, du coup, de passer de manière plus douce et tranquille cette transition. Donc, pour moi, il y a vraiment un problème au niveau de ce point-là. Donc, Waterwalk, ils auraient dû le donner aussi aux mages, tout simplement. Soit ils le donnaient aux mages, soit ils le laissaient que aux druides. Et à ce moment-là, dans le groupe de départ, ils t'enlèvent le paladin et te mettent le druide. Pour moi, c'est déjà un problème, ça. Bon, admettons. Mais à l'époque, quand tu n'avais pas le cluebook, tu faisais comment pour comprendre qu'il fallait avoir... Je veux dire... voilà, quoi, il fallait se casser la tête. Par ailleurs, c'est un jeu... Bon, je dis, hein, le level design est bon. Pour les donjons, le level design est très bon. Il y a un peu trop d'abus, je trouve, au niveau des pièges. C'est-à-dire que les pièges, par exemple, dans le temple de Mu, les pièges, tu ne peux pas les voir et les détecter. Donc, tu es obligé d'avancer case par case en faisant bien des sauvegardes. Et puis, les pièges qui sont dans des coins, eux, par contre, tu peux pas les éviter. Tu es obligé de te les manger. Et de te les manger 2 fois. La fois où tu arrives dessus et la fois où tu te tournes pour changer de direction. Ce qui est relativement handicapant et un peu dommage. Bon. Mais sans ça, vraiment, je trouve que le level design est bon. Les donjons sont suffisamment longs sans l'être trop. Ils sont pas faciles, ils sont pas courts. Puis il y a beaucoup d'énigmes. Donc un jeu qui repose comme ça sur les énigmes, il faut que les énigmes soient bonnes. Globalement, les énigmes sont plutôt bonnes, elles sont plutôt réussies. Donc... ça va. Après, en plus, on te donne la solution à relativement toutes les énigmes dans la pyramide. Ce qui, du coup, trivialise un certain nombre de choses et rend relativement inutile certaines choses, comme par exemple les châteaux Greywind et Darkwind. Parce que, du coup, le code d'initialisation de la fin, tu le connais. Après, pour moi, le gros problème Might and Magic 3, c'est quoi ? C'est que t'es sur un jeu. Mais t'es sur un jeu. Tu commences la partie, t'as des persos, ils sont en ville. Tu fais quoi? Quel est ton objectif dans la vie? Bah t'en as pas. Y a pas de quête au départ. Tu sais pas, tu te balades en ville. Ok, t'arrives à libérer l'esprit de la ville. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il te met sur les rails pour... Non, il peut pas sur les rails. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est un jeu comme ça. Normalement, sur un jeu de rôle, tu as ce qu'on appelle la quête principale. Donc, en plusieurs étapes. Et donc, on aurait pu dire quête principale numéro 1. Vous arrivez en ville. La ville a été envahie par de la vermine. Neutraliser la vermine pour libérer la ville. Une fois que c'est fait, l'esprit de la ville te dit il faut que vous alliez parler... Il devrait dire, il faut que vous alliez parler aux différents rois
Mais pour entrer dans les châteaux, vous devez avoir le titre de croisé, lequel ne peut être octroyé que par une figure d'un ancien temple. Il te dirait ça, tu te balades, tu tombes sur l'ancien temple de Mu, tu dirais tiens, bah, peut-être c'est là-dedans, effectivement, tu vas devenir Crusader et après tu peux aller dans les châteaux. Parce que là, tu vois un château, tu veux rentrer dedans. Non, seuls ceux qui sont croisés peuvent y rentrer. Ah, je deviens croisé où? Tu te balades, tu finis par trouver croisé, ça va, c'est pas trop loin. Mais le roi te dit voilà, je veux que vous me rapportiez les Ultimate Power Orbs. Tous les rois vont te dire ça, mais ils te disent pas combien il faut ramener. On te prévient pas que si tu en ramènes 11 au même roi, bah du coup ça désactive les autres châteaux, donc tu peux plus ramener d'autres Ultimate Power Orbs. Il y en a 31 ramenés dans le jeu, moi je crois que j'en ai ramené 25, un truc comme ça. 25 ou ouais, un truc comme ça. Et chacun rapporte 1 million d'XP. Je sais pas si vous voyez bien, mais si j'avais rapporté 15 orbes de moins, j'aurais 15 millions d'XP de moins, j'avais tout de suite nettement moins de niveaux. Et pour faire le Maze from Hell, si j'avais eu 15 niveaux de moins, ça aurait été tant d'axes, pour le moins. Donc, c'est un jeu, pour moi ça c'est le plus gros reproche. C'est un jeu où t'as aucun objectif, t'as rien. Les objectifs sont marqués sur les murs. Sur un mur à Fountainhead, il y a écrit ramenez les orbes les Ancient Orbs of Good à Praetos, il vous récompensera. Et il y a un autre truc qui dit ramenez les Ultimate Power Orbs à Castle White Shield. Ok, je veux dire, les indications elles sont données sur les murs, mais derrière, on se dit pas pourquoi. Tu sais pas ce qui va se passer, tu sais même pas quel est le but du jeu en fait, tu ne sais jamais quel est le but du jeu. Là, la fin, elle se déclenche comme ça, mais tu n'en as foutrement aucune idée. Je veux dire, là, je me suis bien douté qu'il fallait aller dans les pyramides. Pourquoi? Parce que j'ai fait des Might and Magic avant, que les Might and Magic, c'est toujours du médiéval fantastique, sauf quand tu arrives à la fin, où le médiéval fantastique laisse place, soudain, à de la SF. Et là, les pyramides, c'est une zone SF. Donc je me suis bien douté que les pyramides, c'était là que devait se jouer la fin du jeu. Et tu as 4 entrées dans la pyramide. Tu as une entrée près de Fountainhead qui amène vers la partie storage. Tu as une entrée sur l'île de Malefactor qui amène vers le Beta Engine Sector. Tu as une entrée sur une île ensablée qui amène vers le Alpha Engine Sector. Et tu as une 4e entrée qui est sur l'île du feu qui elle amène vers le Main Central Room ou Main Central Sector ou un truc comme ça. Donc effectivement j'avais déjà nettoyé les parties de pyramide sous les 3 premières entrées, il me restait plus que celle-là à faire. Ok, cela dit, qu'est-ce qui te permet de te dire effectivement c'est là que ça va être la fin? Et puis en même temps, les hologrammes qui cartent, bon, tu les trouves en faisant les donjons, je veux bien. Mais il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que le Ward Ultimate Adventurer, il est obligatoire pour finir le jeu. Et d'ailleurs, dans le message de fin, il était bien indiqué, puisque vous êtes les aventuriers, vous avez prouvé que vous êtes les aventuriers ultimes, alors les anciens ont décidé de mettre à votre disposition une navette pour que vous puissiez suivre Korak et Sheltem. Et donc en fait, le Ward de Ultimate Adventurer, il est obligatoire pour finir le jeu. Qu'est-ce qui te le dit? J'imagine que quand tu veux prendre le tube pour te téléporter vers la cabine à la fin du jeu, tu dois avoir un message qui dit seuls les aventuriers ultimes sont autorisés à prendre ce tube. Mais comment est-ce que tu sais comment devenir un aventurier ultime? C'est vrai, il y a un message dans un mur, je crois, qui te dit que ceux qui arrivent à vaincre le dieu des Minotaures deviennent des aventuriers ultimes. Or, le problème, c'est que non, c'est pas quand tu tues le roi Minotaure que tu deviens aventurier ultime, c'est quand tu bois dans la fontaine au centre du maze. Bon, le problème, c'est que la fontaine au centre du maze, je l'ai trouvé après, je crois, avoir tué le roi des Minotaures. Et si moi je m'étais dit juste, je suis là pour tuer le roi des Minotaures, j'aurais pas cherché la fontaine. J'étais pas obligé de la chercher. Donc là encore,
on est sur un jeu qui t'explique rien, qui ne te dit rien. Tu sais pas pourquoi t'es là, t'es là. Alors puisque t'es là, bah t'avances. T'avances, tu te développes, tu visites les endroits, c'est cool. Mais tu sais jamais pourquoi t'es là. Et tu n'as jamais aucune idée de vers où tu vas. Je veux dire, tu prends Might and Magic 6, tu sais que clairement ça te parle dès le départ de l'infestation des démons à eau claire. Donc tu sais que là où tu vas aller, c'est enquêter sur l'infestation des démons à eau claire. Tu prends Baldur's Gate, dès le départ, tu vois le vilain en armure, que tu voyais d'ailleurs dans la cinématique de début de jeu. Donc tu sais que ça va être lui le gars qu'il va falloir tuer. Donc il va falloir que tu saches qui c'est. Voilà, donc tu sais à peu près vers où le jeu va t'amener. Sur Might and Magic 3, t'en sais rien du tout. Et je pense que, bon, moi je m'éclate, et puis c'est un Might and Magic, j'adore les Might and Magic. Et puis t'es toujours dans la poursuite entre Korak et Sheltem. Moi franchement, ce lore me plaît beaucoup, l'histoire me plaît beaucoup. Donc j'accroche. Mais je comprends facilement que de nombreux joueurs vont jouer à ce jeu et vont se retrouver paumés parce que, mais qu'est-ce que je fais là? Quel est mon but? Quel est mon objectif? Il n'y en a pas. Poursuivre Sheltem. Ok, mais ça va m'amener où poursuivre Sheltem? Parce que tu n'entends jamais parler dans le jeu. Et c'est vraiment ça le... Ça pour moi c'est quand même problématique. Après, c'est un jeu du coup qui a une courbe d'évolution que je trouve grotesque. Grotesque, c'est vraiment le mot que j'ai le plus utilisé sur la fin du jeu. Et c'est le mot qui définit le mieux le dernier tiers du jeu. Donc, globalement, sur un jeu en 30 heures, j'ai à peu près eu 3 tiers sur le jeu, clairement. D'abord, les 10 premières heures, où le jeu avançait relativement vite, relativement bien, où je gagnais assez bien des niveaux, où voilà, tout allait bien, je me stuffais, je passais les donjons relativement correctement. Je sentais que j'étais à ma place, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai eu 10 heures où j'en ai chié, où j'ai galéré, je crapahutais dans les donjons, mais je crevais non-stop, j'en chiais un peu partout. Et pourquoi? Bah parce que, effectivement, au bout d'une dizaine d'heures, j'aurais dû aller me balader sur l'eau et découvrir des endroits comme la Cursed Cold Cavern, parce que franchement, la Cursed Cold Cavern, par exemple, elle était plus que largement à mon niveau. Franchement. C'est vraiment un donjon tout pourri, quoi. C'est des mobs, ils ont 50 PV, des mobs qui ont 50 PV, normalement c'est quand même plutôt des mobs low level. Il y a eu des îles avec des barbares, des locustes, qui sont des îles qui se font vers le niveau 15, que tu peux approcher plus tranquillement. L'île avec les plasmoïdes, là c'est pareil, j'aurais dû pouvoir l'approcher un peu plus tôt dans le jeu. Puis il y aurait eu un peu de challenge, mais ça m'aurait fait pexer, vous voyez. Il m'a manqué quelques niveaux là au milieu, parce que le jeu, encore une fois, ne m'a pas assez expliqué les choses, parce que il y a un pan entier du jeu qui, parce que je n'avais pas recruté le ranger et le druide, m'ont été fermés. Donc la deuxième partie du jeu, j'ai relativement peiné entre le niveau, je dirais, 12 et 20. Par contre, une fois le niveau 20 atteint et du stuff d'un peu meilleure qualité chopé, c'est devenu littéralement grotesque. Parce que j'ai commencé à aller dans des donjons où j'ai commencé à trouver des orbes, des ancient orbes. J'ai commencé à trouver, enfin des ancient artifacts. J'ai commencé à choper mes premières orbes, mes ultimate power orbes. Et là au niveau XP c'est devenu mais grotesque. Du coup j'ai commencé à pouvoir aller nettoyer des endroits où il y avait du stuff en obsidienne, en émeraude, en rubis, en diamant. Et du coup, j'ai commencé à être bien stuffé. Et à partir de là, les 10 dernières heures, ça a été mais ridicule. Je suis passé, je dirais, de niveau 25 peut-être, au niveau 90-95 en une dizaine d'heures. Donc, les dernières heures sont grotesques parce que tes personnages sont surpuissants. Je veux dire, même avec des persos au niveau 40-45, j'ai marché sur les hydres, les Great Hydres.
Les Great Hydras dans l'île du feu, c'est 5 millions d'XP chaque. Bon, j'en tuais une, je t'ai porté en ville pour dormir. Mais je veux dire, ça m'a fait enfler ma barre d'XP, mais d'une façon grotesque. Parce qu'au niveau des mobs, c'est un peu ridicule. Tu vas d'abord passer une 15-20 heures à bâcher du mob qui vaut entre 1000 et 50 000 XP. Et puis d'un seul coup, tu vas passer sur des mobs qui valent entre 300 000 et 5 millions d'XP. T'as une inflation en termes d'XP d'un seul coup qui est complètement ridicule, qui fait que t'as l'impression de jouer à deux jeux différents. T'as un premier jeu où tu montes ultra lentement, tu galères, t'as du mal. Et ensuite, la partie, le dernier tiers du jeu, tu level up, mais toutes les 10 minutes, t'as un level up. Littéralement. Mais c'est littéralement, hein, je veux dire, en quoi, 7-8 heures, j'ai gagné 75 niveaux, quoi. Donc, c'est littéralement, t'as 10 niveaux par heure, donc c'est toutes les 6-7 minutes, t'as un level up, hein. Donc c'est... J'ai trouvé qu'effectivement, comment dire, le rythme du jeu est totalement déséquilibré entre un départ qui lui est relativement équilibré, un moment mid-game qui est extrêmement lent et difficile, et un endgame qui est absolument grotesque. Bon, du coup, quand tu es en fin de jeu, tu as le plaisir, là je veux dire, le Maze from Hell, le nombre de mobs à X millions d'XP que j'ai fait, c'était pas mal. Après, autre souci que je trouve avec ce jeu, c'est les mécanismes en eux-mêmes. J'ai assez pesté sur ce jeu à cause, par exemple, des méduses. Beaucoup, mais c'est la même chose pour les sprites, c'est la même chose pour les liches. En fait, c'est la même chose pour beaucoup de mobs qui attaquent systématiquement en AOE, à distance, et dont les AOE peuvent te coller à 20-25% un debuff. Lequel debuff peut être le poison, la maladie, mais aussi la malédiction ou la mort. Or, un groupe de personnages maudits va mourir automatiquement au bout d'un certain temps. Là encore, le jeu ne te le dit pas, ne te l'explique pas. C'est à toi de comprendre. Et le problème, c'est que si tu as un groupe de personnages qui est maudit, et si tu te retrouves sans avoir de moyens de revenir rapidement chez toi, et que tu fais une sauvegarde peu de temps avant que tes personnages meurent, eh ben t'es cuit. T'es cuit. T'es cuit. C'est con, hein, mais... c'est plein de petites choses comme ça qui font que... Encore une fois, ce jeu ne t'explique pas assez ses mécanismes, il ne t'explique pas assez son fonctionnement, il ne te met pas assez de warning en te disant « Attention, là t'es en danger ». Et puis franchement, le fait qu'il n'y ait aucun moyen de se prémunir contre les liches, contre les sprites, contre les méduses, ou même contre la mort automatique des minotaures, je veux dire. Tu prends Might and Magic 7, les rois minotaures peuvent aussi te one-shot un personnage quand ils t'attaquent. Mais tu as le sort protection contre la magie qui te permet, au niveau grand maître, d'annuler les attaques, de te prémunir quoi, contre la mort instantanée. Du coup, tu peux maîtriser, entre guillemets, ce que tu fais. Là, il n'y a rien. Donc, tu tombes face à une méduse. Bah, si elle te pétrifie les 2-3 personnages qu'il ne faut pas, parce que du coup, après, tu n'as plus de sort pour rentrer chez toi et te faire soigner, bah, faut que tu sortes du donjon à pince et que tu ailles à pince jusqu'à la ville la plus proche. C'est tellement lourdingue. Non, tu préfères recharger ta partie. Même chose pour les liches, hein. Donc, je ne suis pas entièrement convaincu que les mécanismes soient bien pensés sur ce jeu. Bon, je critique quand même beaucoup. Je suis critique pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un jeu avec des mécanismes largement perfectibles. Et la grande majorité de ces mécanismes sera perfectionné sur l'opus suivant, Might and Magic 4,
qui lui voit un ranger dans ton groupe, donc accès à tous les types de sorts dans ton groupe, ce qui n'est pas le cas avec le groupe initial sur Might and Magic 3. Might and Magic 4 présente mieux les choses au niveau des... Il y a plus de quêtes. Là, des quêtes, il n'y en a pas vraiment. Sur Might and Magic 4, on vous dit, voilà, allez voir tel magicien, allez voir tel magicien. Le magicien va te dire, voilà, il faut que vous me rapportiez tel truc pour faire telle chose. Bon, tu es plus... On t'emmène un peu plus vers les étapes de ton chemin à faire sur Might and Magic 4. Et puis, il y a moins le coup des méduses ou des liches. Il n'y a pas trop ça sur Might and Magic 4, les debuffs lourdingues comme ça, contre lesquels tu peux rien, qui rendent les combats tellement random, parce que le Maze from Hell, honnêtement, chaque combat est totalement random. Et quand c'est du random sur lequel tu n'as absolument aucune main mise, eh ben, c'est pas très rigolo. Donc sur le 4, il y a beaucoup moins ce côté random. Il n'y a pas la nécessité d'aller chercher 25 000 clés. Alors bien sûr, chaque tour de magie va avoir besoin d'une clé. Ok. Mais là, je veux dire, tu as 6 donjons qui ont besoin d'une clé. Et ces clés sont nécessaires parce que sur le donjon final, il te faut 6 clés, plus la Blue Priority Pass Card, plus le truc. Alors il te faut des clés partout, il te faut des énigmes pour rentrer dans tous les donjons des châteaux. Il te faut... C'est assez compliqué sur Might and Magic 3 hein, d'accéder au donjon. Tu es obligé relativement de faire les choses dans un certain ordre. On se l'a dit, c'est plutôt pas mal parce que ça t'évite d'aller rentrer dans le Maze from Hell avec des persos niveau 10. Avant de rentrer dans un donjon, il faut que tu aies fait un donjon. Avant de rentrer dans un donjon majeur, tu dois avoir fait un donjon, entre guillemets, mineur avant. Donc si tu commences par faire tous les donjons mineurs, tes persos sont d'un niveau suffisant pour pouvoir attaquer les premiers donjons majeurs. Et là, tu vas y gagner tellement d'XP que tu vas du coup après être prêt à affronter les autres donjons majeurs. Donc quelque part, bon, le jeu a une bonne architecture, il a une bonne structure à ce niveau-là, à savoir qu'il ne te laisse pas libre de faire n'importe quoi. Les développeurs savaient qu'au niveau du jeu, il y aurait certaines zones à faire clairement avant d'autres, et donc il t'a bloqué l'accès aux zones ultérieures en te disant bah, d'abord il faut que tu fasses les zones précédentes. En soi, c'est pas forcément mal. Ça c'est un des points positifs du jeu, c'est-à-dire que quand même les développeurs ont eu conscience du fait que les joueurs étaient un peu lâchés là sans savoir quoi faire, mais que bah, dans leur pérégrination ils allaient assez vite comprendre que certains endroits allaient être des endroits haut level et du coup ils allaient s'en souvenir et qu'ils allaient fouiller le monde à la recherche de moyens d'accéder à ces zones haut level, ce qui allait leur donner un but. Plutôt que de te dire bon j'entre dans ce donjon, ah c'est trop fort pour moi, bon faut que je trouve autre chose. Là tu te dis ah je peux pas entrer parce qu'il manque une clé. Ah faut que j'aille chercher cette clé. Et c'est tout de suite effectivement plus motivant et je trouve que c'est une meilleure gestion. Donc globalement, Might and Magic 3, il y aura vraiment beaucoup de choses à en dire. Ce jeu, en fait, pourquoi j'ai envie d'en parler un petit peu à la fin, parce que, comme je l'avais dit au départ, en fait, c'est le jeu qui a servi de modèle pour l'équipe qui a fait Might and Magic 10. Et à titre personnel, j'avais jamais fini Might and Magic 3 avant. J'ai jamais été très loin sur ce jeu. Et je voulais quand même le faire parce que le 4 et le 5, voilà, je les ai finis et je les ai trouvés très bons. Et je me suis dit, mais pourquoi prendre le 3 en modèle plutôt que le 4 et le 5? Le 3 doit être vachement mieux. Et en fait, le 3 est pas du tout vachement mieux. Honnêtement, Might and Magic 4 et 5 sont largement... World of Xin est clairement meilleur que Might and Magic 3. Mais vraiment largement. Parce que tout est mieux maîtrisé, tout est mieux pensé, les mécanismes sont meilleurs. On garde 90% du jeu parce que c'est un très bon jeu pour 90% de son contenu. Mais ce qui a mal été pensé, mal été fait au départ, eh ben on le change pour l'améliorer. Voilà. Mais
Franchement, voilà, moi je me suis amusé sur Might and Magic 3. Je regrette pas qu'il soit pas plus long. Honnêtement, en termes de durée de vie, il est pour un jeu de ce genre, il est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que c'est quand même un jeu qui a un gameplay pas simple, et c'est surtout un jeu qui, au bout d'une vingtaine d'heures de jeu, devient grotesque en termes de facilité. Franchement. Je veux dire, tu as la possibilité d'embaucher des hirelings avec toi pour passer ton groupe de 6 à 8 personnes. Je l'ai pas fait. Et sur le dernier tiers du jeu, j'ai littéralement roulé sur la gueule des ennemis. Puis bon, donc si j'avais embauché des hirelings, qu'est-ce que ça aurait été? Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà quoi. Donc c'est un jeu qui devient effectivement ridiculement facile après une vingtaine d'heures de jeu. Donc c'est bien qu'ils étirent pas la chose plus que nécessaire. Et moi ce qui me plaît... Bon, je comprends que c'est un vieux jeu et qu'au niveau technique, on peut pas lui en demander trop. C'est juste un peu dommage qu'à la fin, la bataille entre Korak et Sheltem, t'es juste un petit texte en bas de l'écran qui te disent que tu vois des explosions magiques, tu vois deux êtres humains, ou deux figures humaines qui sont en train de se battre au milieu, et que tu comprends que c'est Korak et Sheltem qui sont en train de se battre à coups de magie. Ton arrivée distrait Korak qui te regarde, et du coup Sheltem en profite pour fuir. Du coup, Korak le suit et te demande de le suivre aussi. Puis, ça aurait été sympa de voir ça en cinématique. Puis bon, après, c'est un jeu de 1991. Puis, donc, lui demander une cinématique, bon, c'était pas... Voilà. Mais pour le reste, franchement, j'ai trouvé que, comme Might and Magic 4 et 5, à la fin du jeu révèle... beaucoup de choses. En fait, sur Might and Magic 4 et 5, j'en parle toujours ensemble parce que pour moi ça forme un tout, hein, World of Xin. World of Xin, quand tu entres dans le vaisseau où tu vas trouver Korak, toute l'histoire des Might and Magic t'est expliquée. Hein. Tu trouves une console d'ordinateur qui te rappelle tous les faits qui ont constitué Might and Magic 1 à 3. Et c'était très bien. Et là, c'est de la même façon, c'est très bien. À la fin du jeu, tu as un bon petit coup de lore. On t'explique en fait ce qu'est Terra, ce que sont ces îles. On t'explique ce qui se passe. Et c'est bien parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu ne te dit rien sur ce qui se passe, sur quel est ton but, etc. Mais à la fin du jeu, tu apprends ce que c'était que les îles de Terra. Tu apprends... ce qui s'est passé, tu apprends pourquoi Sheltem il en veut tellement à ces endroits, tu comprends les choses. Et j'ai trouvé que c'était une excellente fin. Ça fait un peu penser à la fin de Lords of Shulima, en un sens, où tu fais le jeu en te disant, bon, l'histoire elle est un peu bateau, elle est un peu neuneu. Et quand tu arrives à la fin, bah, d'un seul coup, tu as tout qui se met en perspective. On t'explique un peu ce qui se passe. Alors certes, le final n'est pas du tout le même. Mais j'ai trouvé assez appréciable qu'on t'explique qu'en fait, tout ça n'est qu'une expérience des anciens. Et c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien le fait que du coup, ton groupe d'aventuriers prenne le vaisseau pour s'en aller. Après, du coup, ce qui est bizarre, c'est que si tu as fait Might and Magic 3 et que tu embrayes sur Might and Magic 4, tu t'attends à avoir le même groupe, donc tout aussi puissant. Or, tu commences Might and Magic 4, t'as pas le même groupe du tout, et c'est des persos niveau 1. Du coup, tu comprends pas forcément ce qui se passe. D'autant qu'à la fin de Might and Magic 4 et 5, on t'explique que tes personnages ont effectivement bien suivi Korak et Sheltem depuis Terra. Si c'est le cas, pourquoi tes persos commencent niveau 1, tu vois, c'est... Bon. Mais voilà, globalement, un excellent jeu. Ce Might and Magic 3, il est clairement pas dans mon top 3 des Might and Magic. Cela dit, c'est pas une honte en soi, parce que les Might and Magic sont vraiment des jeux que j'aime énormément, que je rejoue beaucoup. Je dirais qu'il est à peu près du même tonneau que Might and Magic 7, c'est-à-dire un jeu un peu mal gaulé au niveau technique, au niveau mécanisme, mais tout à fait intéressant à jouer. Et sur lequel vous ne vous faites pas chier une seule seconde, et qui retient votre attention pendant toute la partie,
qui vous donne envie, un goût de reviens-y en fait. Quand tu termines une session de Might and Magic 3, tu as envie de te dire, mais je sais pas, vivement la prochaine. Parce que j'ai envie de partir à la recherche de cette clé là. Il y a cette clé jaune pour ce donjon, mais elle est où? J'ai peut-être une idée, j'ai vu qu'il y avait un autre donjon là, à tel endroit. Je l'ai pas encore exploré, alors peut-être que la clé est dedans. Et t'as vraiment envie comme ça de revenir sur le jeu. Et c'est donc le signe effectivement d'un bon jeu. C'est un jeu qui te distrait, c'est un jeu qui te divertit, c'est un jeu qui te fait passer un excellent moment. Et je dois avouer, c'est bien dommage que ce genre de jeu, on n'en fasse plus aujourd'hui des jeux de cette qualité-là. Bon. Donc je vous le recommande évidemment chaudement. Comme tous les Might and Magic. Même le 8 que je trouve très insuffisant pour un Might and Magic, je le recommande quand même parce que bon, ça reste quand même un jeu sympa quoi. C'est pas un jeu désagréable à jouer non plus quoi. Mais voilà, c'était Might and Magic 3, c'était le voyage sur les îles de Terra à la recherche de Sheltem. Et écoutez, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée, je vous recommande chaudement encore une fois l'achat du pack avec les 6 premiers Might and Magic, pack qu'on peut retrouver sur GOG pour une somme assez modique. Might and Magic 1 et 2, je pense pas en faire de let's play, parce que là j'ai fait un let's play de Might and Magic 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pas fait le 1 et le 2. Je pense pas le faire parce que ce sont des jeux qui sont clairement dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont un peu dans l'état d'esprit du 3, voilà. À ceci près que par exemple il n'y a pas de sauvegarde dessus. La seule sauvegarde, pour sauvegarder Might and Magic sur le 1 ou le 2, il faut aller en ville et il faut aller signer auprès de la guilde des aventuriers. Et c'est là que ça sauvegarde. Donc tu peux pas dire, je suis au milieu d'un donjon, je fais une save, je quitte ma partie, je reviens demain. Non, tu es au milieu d'un donjon, tu vas arrêter ta partie, bah faut que tu en sortes, que tu reviennes à la ville la plus proche, que tu signes. C'est chiant. Tu es devant un coffre, tu peux pas dire je sauvegarde. Alors, regardez Maze from Hell, tous les coffres piégés, là j'ai sauvegardé devant chaque coffre. Bon, bah Might and Magic 1 et 2, ça tu peux pas. Parce que sinon, ça veut dire que dès que tu es devant un coffre, ah attends, je reviens en ville, je sauvegarde, je reviens devant le coffre, je regarde si ça pète. Non. Et puis même, bon, techniquement il fonctionne, hein. Might and Magic 1 et 2, hein, je les ai testés. Mais cela, je vais pas forcément faire de let's play. Honnêtement, pour moi, la saga Might and Magic, elle commence de manière vraiment intéressante avec le 3. Et encore une fois, je recommande fortement l'achat de ce pack Might and Magic 1 à 6. Parce que même si le 1 et le 2, vous ne les faites pas, les 3, 4, 5 et le 6, ce sont des jeux excellentissimes. Bon, le 4 et le 5, les deux ensemble, il m'a fallu une trentaine d'heures pour les faire. Le 3, il m'a fallu une trentaine d'heures pour le faire. Le 6, si vous jouez avec, si vous jouez pour la première fois, comptez au moins une cinquantaine d'heures pour le faire. Si vous êtes habitué, une quinzaine d'heures suffit. Le 6, c'est un peu à part avec la possibilité de voler par-dessus les montagnes, de se téléporter plus facilement. Might and Magic 6 offre plus de possibilités de cibler une progression rapide et du coup de trivialiser certains donjons. En plus, Might and Magic 6 permet de monter niveau, comme j'étais toujours 22 ou 23, quasiment sans se battre. Et sur un Might and Magic, en général, quand vous êtes niveau 22 ou 23, vous êtes largement assez avancé sur le jeu pour affronter plus de la moitié des défis du jeu. Du coup, après, le temps que vous fassiez cette moitié des défis qui est facile à affronter, vous êtes à un niveau suffisant pour affronter les autres défis et du coup, vous n'avez plus vraiment énormément de challenge. Alors que sur Might and Magic 3, 4 ou 5, vous ne pouvez pas monter au niveau comme ça, hein. Vous êtes obligé d'affronter tout de suite les challenges et du coup, c'est pas tout à fait la même chose et du coup, ces jeux sont nettement plus longs. Bref, je parle. Tout ça pour vous dire... Les premiers Might and Magic, allez-y les yeux fermés, ce sont d'excellents jeux, je vous les recommande. En termes de jeux vidéo, on n'a vraiment pas fait mieux, je pense. Et je vous souhaite donc une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, amusez-vous bien.